peut-être juste en brève réaction. J'ai trouvé ça très juste de pointer l'enjeu de la régulation du temps. Moi, c'est un peu le cœur de mes approches, c'est de dire que le temps est une variable qui peut être, voire qui doit être soumise à la régulation collective. L'espace, en tant qu'urbaniste ou géographe, c'est cette définition pour laquelle c'est plus facilement, parce qu'il y a besoin de réguler. Et le temps, on a souvent tendance à penser que c'est une dimension qui est laissée à la discrétion de l'individu. On est libre de gérer son temps, que c'est ça, être autonome. Et voilà aussi pour vous dire que ce qui m'avait plutôt agréablement surpris dans le titre, qui apparaît pas là, qui est plutôt moi mon titre, mobilisé au travers des diverses présentations. Mais le choix qui a été fait là, c'était de pointer les effets contre-productifs de la vitesse. Et souvent, moi, quand je suis amené à proposer des présentations sur ce sujet, on est justement un peu frileux à mettre en avant ces effets contre-productifs, néfastes, qu'autrement on appelle externalités, et qui justifient en fait que justement il y a besoin de réguler quelque chose par rapport à la vitesse. Voilà, donc encore merci pour ces belles introductions. J'ai l'impression que certains dégâts, il y a même des choses que j'aurais pu en dire. Donc, pour me présenter brièvement, donc moi je suis chercheur dans un laboratoire dans l'Est parisien et qui traite donc de questions de mobilité plutôt dans les espaces urbains. Et je ne suis pas ingénieur de formation, moi j'ai une formation en économie à la base, et puis ma thèse c'est plutôt en sociologie. Alors au bout du compte, ça peut faire ce qu'on a coutume d'appeler en France un socio-économiste des transports, d'un terme qui est mobilisé en France, mais dans d'autres pays ça n'existe pas. Il ne pas de la sociologie et de l'économie quand on parle de mobilité, mais moi c'est ce que j'essaye de faire. Et puis sinon, pour expliquer plus précisément, peut-être plus explicitement ce que je fais, j'aime bien dire souvent que je suis chrono-urbaniste. Donc justement, par rapport à cette idée de régulation à laquelle je participe, donc qui s'appelle Tempo Territorial et qui regroupe l'ensemble des acteurs des politiques temporelles en France, et un domaine de l'action publique et de l'action locale qui souvent est peu méconnu. Et donc, ces politiques temporelles, elles se formalisent principalement au travers de l'existence de bureaux des temps. Alors, pour vous citer, les bureaux des temps les plus actifs, c'est surtout à Strasbourg, à Rennes, à Lyon, encore un peu à Lille. Et donc, typiquement, ces politiques temporelles, depuis leur émergence en Italie, à peu près dans les années 90, elles ont vocation à penser la coordination des différents rythmes, alors principalement des services publics, des médiathèques, des crèches, des horaires de passage des transports, et tout en essayant de prendre en compte une meilleure conciliation avec les rythmes privés. Donc moi, voilà, ça fait 10-15 ans que j'œuvre dans cette association plutôt sur des questions de mobilité. J'ai beaucoup travaillé sur la problématique de la saturation des transports à l'heure de pointe, vu sous l'angle non pas de la concentration spatiale des déplacements, pour aussi justifier certaines régulations, le fait que les gens travaillent tous au même endroit, habitent tous au même endroit et qui finissent donc ils se retrouvent dans les transports pour réaliser ces déplacements pendulaires, mais plutôt par rapport au fait que les gens travaillent tous à la même heure. Et que peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi à une organisation collective un peu différenciée des horaires de travail, qui en sorte que les gens soient moins concentrés sur les routes et dans les transports. Et donc plus récemment, j'ai plutôt pris le parti de traiter plus de questions de vitesse. Donc, il va y avoir toute une partie, vous allez voir, à la demande de l'ADREAL, plutôt de critique de la vitesse. Et puis, je prendrai quand même un peu le temps à la fin pour vous donner le versant plus prospectif sur le ralentissement et la décélération. Ouais, vous voyez, j'ai encore une... Moi, ça va m'aider peut-être quand vous voyez que Donc un plan en 3 parties, et je voudrais prendre voilà,
le temps peut-être aussi 5 minutes pour faire un bref rappel avec vous sur le rôle, l'impact des transports dans la crise écologique, même si j'imagine que maintenant, c'est des choses que vous commencez à avoir en tête pour la plupart. Donc le fait que le secteur des transports est le secteur de quand même très très loin le plus émetteur en termes d'émissions de CO2, et surtout que c'est le seul, en tout cas, à ne pas voir le volume de ces émissions diminuer. Autant sur le reste, plutôt bon, autant sur les transports, ça ne bouge pas, voire ça continue très légèrement d'augmenter. Quand on regarde plus en détail, qu'est-ce qui fait que le secteur des transports est très émetteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre et que surtout ces émissions ne diminuent pas. Là, si vous voyez bien, au fond, ça va ou c'est... Si, on voit pas. Oui. Vous voyez donc sur ce graphique, en orange, le volume des émissions en millions de tonnes de CO2 équivalent, et en vert, le volume, si vous voulez, de véhicules qui participent, qui émettent précisément ces volumes de CO2. Et donc, c'est pour vous montrer que, évidemment, le poids, enfin, la part des voitures particulières dans les émissions de gaz à effet de serre, vraiment majoritaire par rapport aux poids lourds et aux véhicules utilitaires, mais c'est pas tant parce qu'une voiture pollue très fortement par rapport à un poids lourd, mais c'est surtout, c'est ce qui apparaît en vert, hein, parce qu'il y a énormément de voitures qui circulent. Vous savez que les voitures sont de moins en moins polluantes, mais le problème, c'est qu'on continue de parcourir énormément de kilomètres et qu'on a de plus en plus de voitures. Et c'est ça, ouais. Les émissions, l'augmentation des émissions de transport, elle peut surtout être interprétée à l'aune de ce graphique et de l'augmentation continue du parc de véhicules particuliers. Et on peut passer à la slide suivante. Il montre ici effectivement que, en termes techniques, technologiques, le contenu en CO2 moyen des carburants est de moins en moins fort. Donc il y a un progrès technique, technologique qui est à l'œuvre. La consommation moyenne de carburant par voyageur kilomètre lui aussi diminue. Mais ce qui se joue dans l'augmentation des émissions du secteur des transports, c'est quelque part la dimension sociologique ou démographique des pratiques de transport, dans le sens où les distances moyennes par personne ont augmenté de 7% sur la période étudiée, et la dimension démographique, la taille de la population qui continue de s'équiper en voiture, et donc au total une évolution. La période est légèrement différente de celle qui est affichée, donc là ça affiche 8%, mais voilà. C'est graphique pour vous montrer que le rôle des transports dans la crise écologique est surtout à aller chercher du côté des pratiques, si vous voulez, de déplacement, et pas tant la technique des transports. Vous dites ça, mais par exemple, si on se projette dans 20 ans et qu'on fait le même graphique avec des voitures électriques, quel serait-il c'est-à-dire si on fait, c'est indépendant de la technique, mais effectivement, comme dans ce graphique, on voit que les transports ferroviaires, c'est zéro. Je me dis, ça serait intéressant de se projeter, puisque c'est un truc de chercheur, enfin, qu'est-ce qui serait dans 20 ans avec un parc à 90% électrique? Est-ce qu'on aurait les mêmes choses ou ça serait différent? Et donc, est-ce que finalement, le fait que la voiture soit propre, les usages auraient moins d'influence, puisque le train l'aurait aussi, quoi, voilà. Merci de votre question, et j'ai oublié de vous préciser en introduction. N'hésitez pas à intervenir quand vous voulez, on m'a donné 45 minutes. C'est très long, 45 minutes à parler tout seul, donc on peut intervenir quand vous voulez. Donc la première réponse, je suis désolé, c'est une réponse de chercheur que je suis obligé de faire. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je regarde souvent le passé et puis je peux dire les constats qu'on peut en tirer à l'heure actuelle. Par contre, c'est difficile de dire dans 20 ans, voilà combien on peut se projeter. Ça, c'est la version précautionnelle des chercheurs que de vous faire. Et puis, c'est-à-dire faire la même simulation si toutes les voitures étaient à 80% électriques. J'entends votre question. Et du coup, une manière quand même plus précise d'y répondre, c'est effectivement de rappeler, on peut remettre sur les slides que ce soit celle-ci ou les autres,
Ou voilà, par souci de synthèse, et moi ça ne me convient pas, on va fonctionner comme ça, on prend toujours l'indicateur synthétique d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de CO2 pour résumer la crise et les enjeux. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une quantité, une multitude d'autres enjeux et d'autres problèmes par rapport à la crise écologique, qui n'est pas qu'une crise climatique. Là, c'est résumé, crise écologique égale crise climatique. Mais tout ça pour vous dire que vous allez le voir dans la suite de mon propos. Pour moi, l'enjeu de la crise écologique, c'est certainement pas uniquement les émissions de CO2, c'est la consommation d'énergie au sens large, que ce soit carboné ou électrique. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que les véhicules électriques, même s'ils n'émettent pas localement de CO2, ils vont être très émetteurs de CO2 ailleurs sur la planète. Et le problème climatique est lui aussi. Ça dépend si on le fait avec du nucléaire ou du renouvelable. Excusez-moi, est-ce qu'on peut intervenir à distance? Ça, alors, je fais juste comment dire, un point de précaution par rapport à la suite du propos. Vous allez voir. Excusez-moi, vous m'entendez? Ouais. Oui. Pardon. Est-ce qu'il est Juste possible après le point d'intervenir à distance? méthodologique, si c'est possible. Est-ce que c'est possible d'attendre la fin de la première partie et puis après intervenir? C'est juste parce que c'était sur le point particulier pour lequel moi j'ai des éléments de réponse, si vous le voulez, à la question qui a été posée. Donc je fais court, mais quand même, les voitures pas à vous électriques. présenter si c'est possible. Oui, donc Sylvain Brémond, je suis le directeur général adjoint de Cap Énergie, un pôle de compétitivité sur la transition énergétique. Donc juste un élément d'information. Les voitures électriques, la personne qui a posé la question l'évoquait. Sur tout le cycle de vie, c'est-à-dire la fabrication, la batterie, tout ça, elles émettent typiquement, alors ça dépend de la distance sur laquelle on les utilise sur toute leur vie, mais finalement elles émettent typiquement la moitié ou dans les meilleurs cas un tiers d'une voiture thermique. Donc si vous prenez le graphe qui a été présenté dans lequel vous voyez la somme des émissions, même si vous transformez tout le parc en voiture électrique, et c'est pas demain, ça va prendre du temps parce que vous savez le taux de renouvellement, voilà tout ça, eh bien dans le meilleur des cas, vous écraserez pas l'histogramme, c'est-à-dire vous diviserez par 2 ou par 3, mais ça restera encore très important. Donc la conclusion, c'est que si on garde le même nombre de voitures, qu'on fait juste changer des voitures thermiques par des voitures électriques, on sera loin des objectifs de neutralité carbone. Je vous remercie pour cette précision parce que c'est exactement ce que je voulais savoir, si ça diminuait par 2, par 3, par combien ou par... voilà, c'est ça. Et merci à vous pour le complément d'information qui me permet donc de rappeler effectivement que je ne suis pas ingénieur et que cette introduction sur la crise écologique qui fait appel à des enjeux énergétiques relatifs au CO2, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas grand-chose. Dans la suite de l'exposé, vous allez voir qu'on s'éloigne de ces enjeux. C'est juste pour introduire, si vous voulez, la suite du propos. Mais pour en gros, moi, résumer le point théorique sur lequel je m'appuie par rapport à ces réflexions, c'est que en gros, aller vite, ça demande de l'énergie. Qu'elle soit carbonée ou pas, cette consommation d'énergie, production, qu'elle soit nucléaire, de toute façon, de fait, et je pense que les physiciens peuvent mieux l'expliquer que moi, elle a un impact sur la planète qui est plutôt problématique vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc là, je vais faire un très gros résumé qui va peut-être sans doute pas satisfaire les ingénieurs. Plus on va vite, plus ça consomme d'énergie. Après, carboné ou pas, impact sur le réchauffement climatique ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais cette consommation d'énergie, aujourd'hui, de fait, elle pose un problème par rapport à la biosphère, par rapport à l'utilisation des sols, par rapport à... Même si vous n'êtes pas ingénieur, il y a une formule qu'on apprend au collège, c'est E égale 1,5 de MV2. Donc, la moitié de la masse pour la vitesse carrée. Donc, vous avez raison, si on va plus vite, ça consomme plus d'énergie. Voilà, donc moi, voilà, je pose, si vous voulez, ce raccourci pour la suite des échanges. Alors, rentrons dans la dimension temporelle des déplacements. Pour parler brièvement, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je pense aussi que c'est un sujet que la plupart d'entre vous connaissent, de la façon dont on a coutume dans les modalités d'évaluation socio-économique des transports et donc de légitimation de l'intérêt d'infrastructure de transport, de justifier
à la fois l'intérêt de nouvelles infrastructures et à la fois l'intérêt de la vitesse, qui est effectivement une valeur relativement cardinale dans le cas politique. Donc, on a coutume de faire des analyses coûts-bénéfices quand on cherche à évaluer l'utilité d'une infrastructure de transport en amont de sa réalisation. On qualifie donc d'un côté les coûts estimés, les coûts d'investissement, les coûts d'entretien, de l'autre côté les effets positifs, les bénéfices attendus à l'infrastructure, des gains de sécurité, souvent par exemple pour les autoroutes, des gains de temps bien sûr, et cela par rapport à une situation de référence sans projet. Et en gros, si la situation avec projet a l'air plus utile, plus profitable à la collectivité, en gros, on y va, on lance le projet. Donc après, je ne rentre pas dans le détail, on quantifie ces effets et ça passe effectivement par une monétarisation. On donne une valeur monétaire soit au coût d'un côté, soit aux bénéfices et aux utilités de l'autre. Et puis, voilà, je vous ai mis rapidement la formule en dessous, coût et bénéfice avec projet, moins coût et bénéfice sans projet. Si c'est supérieur à 0, la valeur actuelle nette du projet est supérieure à 0. Et donc, on décide qu'il y a effectivement une utilité et un intérêt à réaliser un projet d'infrastructure de transport. Et ce que je veux vous montrer dans ces modalités d'évaluation des infrastructures de transport, c'est le poids prépondérant, pour ne pas dire extrêmement majoritaire, des gains de temps dans la façon dont on évalue l'utilité d'une infrastructure de transport. Là, c'est le cas du projet de contournement à Rouen. Donc, vous voyez, 1,3 milliard d'utilités sociales monétarisées par rapport au gain de temps que va fournir ce contournement de Rouen. Il faut savoir, quand on fait des évaluations de ce type, on évalue l'utilité du projet à échelle de temps de plusieurs décennies. Je ne rentre pas dans la tambouille mathématique de la façon dont on monétarise ces effets, mais c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres si conséquents de plus d'1 milliard d'euros d'utilité monétarisée pour la collectivité. Et donc là, vous voyez, en prenant en compte les coûts et les bénéfices, on arrive donc à une valeur actuelle nette tout à fait positive d'à peu près 500 millions d'euros d'utilité. Mais ce qui est important dans ce tableau, c'est effectivement que les gains de temps ici représentent 94% des bénéfices totaux attendus. Vous allez me dire, quoi de plus normal, effectivement, une infrastructure de transport, elle a vocation à faire gagner du temps aux gens. Donc le fait que, quand on évalue l'utilité de cette infrastructure, 94% des bénéfices attendus soient logés dans les gains de temps, bon, bah, un autre exemple, à Montpellier, là c'est 86% des bénéfices attendus, juste pour vous dire que ça c'est systématique. Hein. Et voilà, c'est dans les. Justement, je n'ai pas le temps d'entrer dans la tambouille méthodologique, mais de fait, dans la construction des hypothèses de ces modalités d'évaluation, c'est toujours à peu près 90% sur les projets autoroutiers qui sont monétarisés, 90% des bénéfices qui sont monétarisés au travers des gains. Ok, donc ça, dans les projets ferroviaires, c'est pareil aussi. Je ne sais pas vous dire. Ah. Je ne sais pas vous dire, mais il y a toutes les raisons de penser que sur les TGV, en l'occurrence, c'est ça. Voire même plus, parce qu'il pourrait y avoir moins de coûts, en tout cas relatifs. Ça a l'air d'être indépendant du mode de transport. C'est relativement indépendant du mode de transport. Vélo, si vous voulez, c'est tellement écrasant quand on regarde par rapport aux autres variables qui sont prises en compte qu'il y a toutes les raisons de penser. Honnêtement, je ne vais pas regarder sur le TGV, mais ça devrait pas rester. Ok. Donc, on justifie l'intérêt d'infrastructures, la construction d'infrastructures de transport rapide. Gardez en tête, après peut-être dans les discussions, là c'est de l'interurbain, hein, mais bon, effectivement, les contournements autoroutiers, il y en a encore aussi pas mal en France. Donc, on justifie l'intérêt de la vitesse dans les infrastructures de transport rapide, principalement au travers de l'estimation des gains de temps qui sont fournis à la collectivité. Et donc, on rentre dans la critique, si vous voulez, de cette manière de justifier la vitesse. La première critique, justement, sur laquelle je ne reviens pas et qui est abondamment démontrée dans la littérature scientifique, et pour laquelle je ne suis pas expert, c'est qu'en moyenne, plus on se déplace vite, plus ça demande de consommation énergétique, plus ça a un impact écologique. Et il y a des variations. Par exemple,
selon qu'on circule en accordéon sur la route, selon le type de revêtement, ça peut faire un peu varier les émissions. Mais en moyenne, quand on prend justement des grands volumes sur des grandes échelles de temps et des grands espaces, c'est toujours ça. Donc ça, je ne reviens pas trop dessus, mais ça donne le cadre, si vous voulez, problématique de la réflexion. Et la deuxième problématique, la deuxième critique relative à la vitesse sur laquelle je m'étends plus et que j'appelle moi plutôt la problématique sociologique de la vitesse, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de gain de temps. Les gains de temps qui sont monétarisés pour justifier l'utilité d'une infrastructure de transport rapide, ils n'existent pas à moyen terme. Je vous mets en dessous, effectivement, le problème avec les modalités d'évaluation et de justification de l'intérêt de la vitesse et des infrastructures de transport, c'est qu'on regarde le lendemain de l'ouverture de l'autoroute. Le lendemain, effectivement, s'il s'agit d'évaluer l'utilité de l'autoroute, les gens vont réaliser les mêmes trajets qu'ils réalisaient la veille sur une autre infrastructure pour se rendre à leur emploi, rendre visite à un ami, que sais-je, faire des courses, etc. Mais le problème, c'est que ces infrastructures, elles ont effectivement vocation à servir pendant des décennies. Il s'agit de les penser comme ça. Et qu'au bout de 10 ou 20 ans, là, il n'y a pas de chiffre précis, mais disons à moyen terme, ce qui se passe, c'est que du fait de l'apparition de ces nouvelles infrastructures, vous n'êtes pas sans savoir que les activités, les logements vont se déplacer dans l'espace aussi le long de l'autoroute. Le principe d'urbanisation le long des infrastructures de transport illustre très bien ça. Donc les gens en fait profitent de la vitesse, en gros, pour vous donner des exemples, pour déménager plus loin que par exemple là où ils habitaient par rapport à l'emploi précédemment, ou travailler plus loin par rapport à la localisation habituelle, à la localisation originelle des résidences et des zones d'habitat. Donc, ce que ça dit en filigrane, si on a encore juste le temps de revenir sur l'autre, si la vitesse ne donne pas de gain de temps et que la vitesse est mobilisée pour consommer plus de distance, la vitesse ne fait pas gagner du temps, elle fait gagner de l'espace, ou elle fait consommer de l'espace en plus. Vous avez parlé effectivement des physiciens avant, ou dans l'introduction, en tout cas, ce qui a été présenté V égale D sur T, donc ça veut dire que le temps de déplacement quotidien moyen ne bouge pas, en fait, il reste toujours à peu près d'une heure. Encore une fois, là, il y a des variations. En Île-de-France, il est un peu plus élevé. Dans l'histoire, on voit des petits mouvements en fonction des différentes périodes. Mais en gros, il y a quand même cette constante quasiment anthropologique qui subsiste. On se déplace tous à peu près en moyenne une heure par jour. Et donc, plus on va vite, plus on va loin, mais peu importe, en fait, la vitesse à laquelle on va, c'est toujours à peu près une heure. Bon. Et donc, ça, je vous mets une illustration sur le prochain slide. Excuse-moi, je n'ai pas là, le BTT, je ne sais plus si vous l'avez dit en tant que tel, mais c'est le budget temps consacré au transport. Exactement. Tout ça. Et je profite de cette précision pour, par avance aussi, m'excuser des raccourcis. Vous avez vu, je suis obligé de faire un certain nombre de raccourcis dans la présentation pour rendre le propos intelligible et un peu digeste, sachant que ce dont je vous parle, ça a quand même plutôt trait aux sciences sociales, au comportement humain, et c'est des logiques qui sont souvent assez organiques et plus complexes que des formes de linéarisation que je vous présente comme ça. Donc, désolé, je passe un peu vite sur des choses qui pourraient mériter des développements et des explications bien plus longues. Donc là, c'est simplement un graphique qui vous illustre la logique que je vous ai exposée précédemment sur le schéma, non pas au travers du progrès technique ou de la vitesse permis par l'arrivée d'une nouvelle infrastructure qui fait gagner de la vitesse par rapport à l'union nationale, par exemple, mais là, du progrès technique permis par l'arrivée ou la diffusion de modes de transport rapides dans l'histoire. Donc là, vous voyez sur ce graphique, au début du XXe siècle, en gros, toujours résumé encore, mais on se déplace à peu près tous, en tout cas vraiment beaucoup, à pied, et donc à la vitesse d'à peu près 5 km/h. C'est de la marche, et donc, là, c'est les distances parcourues par jour par personnes qui sont représentées sur leurs données. On parcourt, vu que c'est une heure de temps de trajet
on parcourt à peu près 5 km par jour. Puis vous voyez le développement exponentiel de l'automobile au XXe siècle. L'arrivée aussi, là, ça raconte surtout l'histoire du low cost, là, hein, avion intérieur, avion international surtout, qui se développe beaucoup. Qui fait qu'en moyenne, par jour, on se déplace non plus à la vitesse moyenne de 5 km/h, mais plutôt de 40-50 km/h par jour en moyenne. Et donc, en moyenne, on se déplace à peu près 40-50 km/h, 50 km par jour, avec voilà, là, des biais ou en tout cas des informations méthodologiques à avoir en tête. C'est une moyenne par jour, mais qui prend en compte l'ensemble des déplacements durant l'année. Si vous faites un voyage de 5000 km durant l'année, ça va impacter très fortement votre moyenne quotidienne. Un autre graphique sur une échelle de temps un peu plus restreinte qui raconte exactement la même chose. En vert, vous avez vitesse moyenne. En rouge, la demande de transport, mais c'est la distance en fait. Hein. La demande de transport, elle est mesurée en kilomètres par personne par jour. Et puis l'ajout de la variable, là, pour revenir à cet indicateur synthétique qui, moi, ne me satisfait pas complètement, mais les émissions de CO2. Et donc, vous voyez, première chose, en gros, qu'il y a un couplage historique assez magique hein, pour un mathématicien entre vitesse, distance, émission de CO2. Ça se suit de façon quasiment parfaite. Et donc ça pour la petite histoire, mais moi je ne tiens pas à m'étendre là-dessus. Ça c'est le récit des scénarios bas carbone, du découplage technique. Hein. Et moi, de ce que j'en comprends, de ce que je peux en lire, c'est si découplage il peut y avoir, peut-être qu'il pourrait être vers là, quoi. Peut-être, si on est vraiment très très fort et qu'on continue à faire un progrès technique, mais certainement pas là. Ça, c'est de la rêverie. Et après, il y a sans doute d'autres leviers d'arriver là. Mais déconnecter ça, enfin, les pratiques, la réalité du monde, de la mobilité et des transports avec ses conséquences énergétiques, bon, ça, donc ça, c'est pour l'après. Après, il y a un petit... bon, là, il faudrait être vraiment prêt et puis être très pointilleux pour voir en détail, mais il y a un endroit là qui est intéressant. On perçoit, donc vous voyez, ça stagne. Hein, en gros, les vitesses stagnent à peu près depuis les années 2000. Et puis, il y a un moment, voire même ça descend un peu si on regarde bien. Et ce moment où ça descend un peu, ça correspond à une politique de transport assez précise, qui a donc eu un impact sur les vitesses moyennes et aussi sur les émissions de CO2. Donc, petit quiz. Entre 2000 et 2010. Assez vague parce que moi-même, je n'ai plus l'année exacte, mais c'était sous Sarkozy. Il y a eu une décision à l'époque qui a fait grand bruit. Les radars. Et contrôle de vitesse, les radars automatiques sur les autoroutes. Et on a observé qu'il y a eu effectivement une diminution moyenne des vitesses parcourues. Et le fait que ça se voit, ça dans les statistiques nationales sur l'ensemble des déplacements, ça dit aussi beaucoup du poids des circulations sur autoroute. Donc tout ça, si le fait qu'on fait une politique de régulation des vitesses, de contrôle des vitesses sur autoroute, et que ça se répercute sur le volume agrégé des vitesses, ça veut dire qu'effectivement, le nombre de voitures qui circulent sur l'autoroute et les distances parcourues sur l'autoroute, ça a un rôle vraiment important. Il a baissé à faire 60-50 en ville aussi. Et ça, c'était à quelle période? C'est dans les années 2000, c'est un peu plus ancien. Et toutes les autoroutes interurbaines qui sont descendues à 110 puis 90. Tout ça, c'est depuis 2002, c'est à peu près les politiques de sécurité routière ont baissé la vitesse. Mais les radars ont effectivement été. Effet contre le changement Très efficace. Et il est au-delà du radar, puisque les boucles d'eau qui sont loin des radars ont aussi montré l'effet. Oui, ça a apporté sur le comportement. Donc, bon, ce qu'il faut quand même retenir principalement de ce graphique, c'est de me croire sur le fait que plus on va vite,
plus on va loin, et que du coup, le rapport entre les deux, le temps parcouru quotidiennement, est le même, et que donc, si on passe sur la slide suivante, là, je reviens sur ma problématique sociologique, donc il n'y a pas de gain de temps, et puis, le problème, c'est que ça peut même y avoir des pertes de temps induites par la vitesse, et là, on rentre dans la dimension potentiellement contre-productive, qu'à long terme, ça a été démontré surtout, en tout cas initialement, sur les autoroutes aux États-Unis. En fait, dans le domaine des transports, on a coutume de dire que c'est plutôt l'offre qui crée la demande en termes économiques, et que donc, en gros, pour X% d'offres supplémentaires d'autoroutes, par exemple, disons une voie en plus sur une autoroute, une 3 voies ou une 4e voie, justement en vue de décongestionner l'autoroute parce que les 3 voies sont déjà décongestionnées, vous pouvez être sûr qu'à terme, donc là on est toujours pareil dans les mêmes horizons de temps, à peu près 10-20 ans, vous allez avoir X% de demandes supplémentaires. Que la 4e voie va à nouveau être pleine. Les 3 précédentes étaient pleines, la 4e sera à nouveau pleine. Donc ça, surtout dans des contextes, comment dire, urbains, c'est sûr que si vous mettez une autoroute au milieu de nulle part, vous regardez 10 ans après ou 20 ans, il n'y aura toujours personne. Donc, voilà, c'est pas non plus théorie absolue. Mais en tout cas, dans des contextes urbains, en fait, le fait d'améliorer la performance du réseau de transport, améliorant l'offre, vous pouvez être sûr que ça va créer une demande supplémentaire, ce qu'on appelle la demande induite. Et cette demande induite, elle va justement fréquemment avoir comme conséquence de créer des niveaux de congestion qui sont en fait juste plus gros. Quand vous regardez par exemple, après les politiques d'aménagement en Ile-de-France, elles ont quand même beaucoup évolué et se sont de plus en plus tournées vers le transport collectif, mais historiquement, le développement de toutes les autoroutes dans l'Île-de-France, elles avaient quand même vocation à décongestionner celles qui étaient plus proches du centre de l'agglomération, et puis on en a mis des cours, et en fait, ce que ça crée, c'est juste des volumes de congestion au global qui sont encore plus importants, et donc des pertes de temps perdu sur l'autoroute, qui est lui aussi encore important. Donc c'est un piège, en fait, moi, voilà, petit à petit, ce que j'essaie de vous faire infuser, c'est que il y a vraiment beaucoup de dimensions contre-intuitives dans la vitesse. Il y a des dimensions un peu piégeuses. A priori, on se dit le tuyau est trop petit, ça ne passe pas bien, je mets un plus gros tuyau, ça va circuler plus vite dans l'imaginaire de dynamique des fluides. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a ces fameux effets potentiels là, de demande induite. Et puis, là, on rentre dans la partie où on va s'éloigner petit à petit des transports pour parler un peu plus de sociologie du temps au sens large, pour aborder l'enjeu relatif au lien entre le programme d'activité. Le programme d'activité, c'est une manière un peu barbare, en gros, de parler d'emploi du temps, de la façon dont vous occupez votre temps au quotidien, donc les liens entre programme d'activité et vitesse de déplacement. Alors, ces 2 cartes, en gros, de vue aérienne, pardon, pour être précis, la zone autour de mon bureau à Champs-sur-Marne, à Paris. Et donc, la situation à gauche, c'est une situation sans autoroute, en gros, où il n'y a pas vraiment de vitesse à disposition à côté de mon bureau. Et puis, la situation à droite, c'est la situation où il y a l'autoroute, c'est l'autoroute A4, en l'occurrence. L'autoroute à côté de mon bureau. Et en vert, ce qui est représenté en vert, c'est un isochrone 10 minutes. Donc, isochrone 10 minutes, c'est en gros une superficie qui représente des possibilités d'accès dans l'espace en 10 minutes de temps, en voiture, là, en l'occurrence. Donc, en surprise, à gauche, sans autoroute, je peux accéder à un espace en 10 minutes qui est relativement petit, et c'est la même échelle. Et là, avec l'autoroute, l'augmentation des vitesses disponibles, je peux accéder à un espace d'opportunités et d'activités accessibles depuis mon bureau en 10 minutes qui est largement plus étendu. Et puis, il y a des petits points sur la carte. Là, je l'ai fait sur Géoportail à l'époque. Donc, c'est surtout des cartes qui ont une vertu pédagogique. Elles ne représentent pas exactement avec précision ce que je veux vous dire. Et donc là, sur Géoportail, ça représente l'ensemble des écoles sur le territoire. Mais vous, imaginez-vous plutôt que les petits points et l'ensemble des activités que vous aimez bien faire ou qui pourraient vous intéresser en sortant du bureau. Je sais pas, moi,
une salle de cinéma, une salle d'escalade, un restaurant, que sais-je, même aller rendre visite à un ami, la famille. Enfin, voilà, pensez à votre emploi du temps quand vous sortez du travail, réaliser des achats, etc. Et donc, vous voyez qu'en gros, dans la situation fictive sans vitesse, on peut accéder à un univers d'activités et d'opportunités qui est beaucoup plus restreint que dans la situation avec autoroute, où du coup, je peux potentiellement réaliser à la fois des activités qui sont plus diversifiées et à la fois un plus grand nombre d'activités. Et donc, ce graphique, pour vous montrer que de façon peut-être encore moins évidente, la vitesse des transports peut conduire à un sentiment de famine temporelle, de manque de temps, parce qu'il permet de fait d'accéder à un espace d'opportunité qui est d'autant plus étendu que la vitesse est d'autant plus élevée. Donc, attendez, juste on reprend un peu. Pardon. Pas plus de vitesse à terme. Si on se place dans une perspective de 10 à 20 ans, les effets de l'accélération. Du point de vue des transports, pas de gain de temps grâce à cette vitesse, parce qu'en fait, j'utilise la vitesse pour aller plus loin. Et potentiellement, tout le monde a envie d'aller plus loin, c'est tellement performant, l'autoroute, le TGV, qu'il peut y avoir de la congestion et donc potentiellement aussi du temps supplémentaire passé dans les transports. Ça, c'est du point de vue des transports. Et puis, parce que, et ça, c'est la magie de l'activité de transport, puis c'est une activité intermédiaire, à moins de se déplacer pour faire des randonnées ou des choses comme ça, mais on se déplace pour faire quelque chose. Parce qu'on peut d'autant plus facilement se déplacer, on peut d'autant plus facilement faire plein de choses. Et donc, potentiellement, un sentiment de famine temporelle et de manque de temps, parce que, après, c'est là où, effectivement, c'est un sujet potentiellement un peu philosophique ou politique. Qu'est-ce qui est le plus important entre pouvoir réaliser plein de nouvelles activités qu'on aime bien faire, qui nous permettent de rencontrer des gens, d'être dans des échanges, etc. Et où passer sa journée à courir, en fait, parce que justement, il y a tellement de choses désirables ou obligatoires. Est-ce que c'est des injonctions ou des désirs? Ça, c'est encore un autre débat. Quand vous dites courir, c'est faire de la course à pied ou courir après d'autres choses? Non, c'est une métaphore, c'est une formulation qu'on dit courir après le temps, par exemple. Et là, après, pourquoi pas dans le programme d'activité, là, les 10 minutes, je peux accéder au bois de Vincennes. Donc, je pourrais aussi rajouter de la course à pied. Non, mais c'est juste pour savoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui courent autour, donc peut-être qu'effectivement, je peux prendre la voiture pour aller courir dans la nature. Je n'ai pas d'éléments statistiques précis sur le développement de la pratique du jogging en lien. Il y a des déplacements, y compris sur les CSP qui pratiquaient cette activité. Donc voilà pour le cadre un peu général, résumé à grands traits par rapport aux problèmes un peu contre-intuitifs et paradoxaux que peuvent générer la vitesse. Et en sachant qu'il faut quand même que je fasse attention à garder du temps entre les échanges. Et surtout, vous n'hésitez pas vraiment à poser des questions ou à intervenir si vous le souhaitez pendant la discussion. Mais quand même, quelques éléments un peu de précision. Là, je prends le temps avec vous de cadrer un peu plus les éléments là, que je porte à votre connaissance sur la dimension sociologique de l'accélération des rythmes de vie. Donc, le fait d'avoir le sentiment de manquer de temps parce que, en gros, nos rythmes de vie quotidiennement s'accéléraient, sous-entendu, nos programmes d'activité quotidiens s'intensifieraient, on fait de plus en plus de choses au fil des 24 heures. Ça ne s'explique évidemment pas que par l'intermédiaire de la vitesse des transports. Je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est parce qu'on met des autoroutes que les gens sont speed. Enfin, les choses ne sont pas si réduites et simples que ça. Moi, je trouve que, en tout cas, dans les logiques principales à l'œuvre, ce qui explique bien mieux, en tout cas, les choses que la question de la vitesse, enfin, l'impact de la vitesse et de l'accélération, c'est le terme d'accessibilité. C'est parce qu'on accède, en gros, de plus en plus facilement à un univers étendu et dense de choses, qu'on a de plus en plus le sentiment de manquer de temps. Pensez, par exemple, à l'impact de l'amélioration de la performance des télécommunications, par exemple, du débit, en fait, Internet. Exactement la même chose que les transports. Les transports nous permettent d'aller vers le monde,
voilà, un espace d'opportunité. Les télécommunications font venir le monde vers nous. Donc, plus les télécommunications augmentent, plus on peut faire venir des opportunités, des activités. Les logiques de densification, c'est la même chose. Hein. Du coup, il ne s'agit pas, par rapport à ce que je vous propose, je veux dire, un espace urbain très dense où on circulerait très doucement, par exemple à pied, à vélo, mais où il y aurait une multitude d'activités concentrées sur un petit espace pourrait tout à fait conduire à un sentiment d'accélération de rythme de vie et de manque de temps, de la même façon qu'une infrastructure de transport qui nous permettrait d'aller loin. Et puis, juste, on revient sur la slide précédente, quand même avoir en tête qu'il y a des catégories de population qui sont plus sujettes à ces problématiques-là que d'autres, au premier rang desquelles on trouve les femmes, les parents de jeunes enfants et plutôt les catégories supérieures. Et là, c'est quand même un point qui est important aussi par rapport à tout ce que je vous dis, mais bon, on est à la Réal PACA, a priori, pas forcément dans le jeu de transport dans d'autres régions du monde, mais ce que je l'ai écrit sur les logiques à l'œuvre, c'est des logiques qui sont très dépendantes du contexte socioculturel en Occident, où on a effectivement, ça a été dit un peu en introduction, une conception du temps qui est le fruit d'une construction culturelle, historique, très liée à l'économie et à l'argent. C'est pas comme ça partout dans le monde. Hein, souvent, les impacts entre guillemets négatifs que je vous expose là par rapport aux effets contre-productifs de la vitesse, ils se mesurent sans doute pas exactement de la même façon partout dans le monde. Et puis quelques éléments empiriques quand même sur ce sentiment d'accélération des rythmes de vie, mais pas qu'un sentiment, puisqu'il s'observe actuellement au travers des enquêtes emploi du temps. C'est la boîte à outils un peu classique de l'INSEE pour mesurer les pratiques de la population française en temps, les pratiques quotidiennes. En gros, on donne un semainier aux individus, on leur demande de remplir de façon très précise la façon dont ils occupent leur temps à l'échelle d'une semaine, en enseignant entre telle heure et telle heure, j'ai mangé, j'ai fait ci. Voilà. Donc, ce qu'on observe, en gros, à nouveau, hein, c'est quand même des résumés, il y a des nuances un peu plus fines, mais en gros, depuis les années 70, en Europe occidentale, en Allemagne, en Angleterre, en France, c'est sur la journée, moins de temps de pause, moins de sommeil, moins de temps de repas avec la famille, moins de conversation. La journée, elle dure 24 heures, donc sur moins, il faut qu'il soit compensé par plus. Plus d'activités lointaines de loisirs. Donc là, vous voyez, il y a quand même le rôle des transports qui joue. Ce n'est pas que plus d'activités de loisirs, c'est plus d'activités lointaines de loisirs. Donc, en gros, on se repose moins et on utilise pour aller plus loin, pour faire des choses qu'on aime. Plus de multitasking. Multitasking, vous voyez tous ce que ça veut dire. Quand vous parlez à quelqu'un et que en même temps vous regardez un truc sur votre téléphone, c'est du multitasking. Faire plusieurs choses en même temps, c'est du multitâche. Ça, savoir l'ordi. Comment? Oui, voilà, c'est ça. Regarder la télé en repassant, écouter la radio. Enfin, il y a plein de possibilités en multitasking et ça se développe de plus en plus dans la pratique. Il y a une statistique que je trouve assez amusante. De ce point de vue, une sociologue britannique qui s'appelle Elizabeth Shaw qui a montré que cette date, c'est en 2006-2007, la bêtise que les Anglais, en moyenne, avaient des journées de 42 heures. Donc là, l'idée, c'est de dérouler. Vous voyez, vous déroulez, quand vous faites repassage télé en même temps pendant 1 heure, ça fait 2 heures d'activité. On en arrive à avoir des journées de 42 heures d'activité, puisqu'on peut faire de l'activité en même temps. Puis il y a quand même des choses qui ne bougent pas dans l'organisation des temps quotidiens, c'est le travail pro et domestique, en tout cas pour la population active, parce que la population active en relative elle diminue, mais en gros pour la population active, le travail pro et domestique, ça ne bouge pas. Donc en gros, résumé, les activités, je ne sais pas exactement comment les appeler, celles-là, mais moi je pourrais les appeler peut-être de respiration, pause, sommeil, repas avec la famille, conversation. Ça diminue. Et puis, voilà, quand même plutôt de loisirs qui augmentent. Donc, c'est pas effectivement sur le temps de travail qui augmenterait. Et puis, cette idée de la fragmentation et de la compression des temps relatifs aux différentes activités au travers du multitasking. Et puis, des éléments sur le sentiment, là, depuis au travers d'enquêtes, où on demande aux gens, vous, c'est quoi votre rapport au temps?
En Angleterre, c'est 20% de la population qui déclare le sentiment de toujours manquer de temps. C'est pas des fois je manque de temps, c'est toujours. Voilà, cette population, elle est un peu inquiétante. Et puis, en France, c'est 45%, mais là, vous voyez, c'est pas exactement la même formulation. J'ai mis manque de temps, donc vous ne formalisez pas. Ça ne veut pas dire qu'en France, on est 2 fois plus en panneau temporel. C'est des enjeux méthodologiques derrière. Donc, il y a plus de. Et puis un dernier élément là, sur le cadrage, à la fois théorique et un peu empirique sur le sentiment de famine temporelle, qui me paraît assez important à faire, par rapport à tout ce dont on parle, et qui n'est pas évident à pouvoir résumer en 5 minutes. Donc je vais essayer d'être quand même le plus précis et clair par rapport à ces enjeux. En gros, il y a effectivement des éléments structurels qui font que le temps se raréfie. Il n'y a pas que des éléments relatifs au transport, il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que les télécommunications. Et l'élément central, c'est effectivement qu'en Occident, on a tendance à considérer que time is money. Et donc, j'aime bien, il y a cet exemple de Bertrand Russell, qui est un mathématicien et philosophe qui prenait l'exemple de la fabrique d'épingles pour critiquer la société dans laquelle il se trouvait et se questionner à dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que c'est que cette société où en gros on peut fabriquer des épingles 2 fois plus rapidement, on peut vous dire déplacer 2 fois plus rapidement, envoyer des mails 2 fois plus rapidement, etc. C'est l'idée du progrès technique. Donc on peut fabriquer des épingles 2 fois plus rapidement. Et plutôt que de produire la même quantité d'épingles, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de produire plus d'habits, plutôt que de produire la même quantité d'épingles, on produit 2 fois plus d'épingles pour travailler la même durée de temps de travail. Qu'est-ce que c'est? À quoi bon toujours produire plus et pas mobiliser finalement les gains de productivité pour produire toujours autant? On parlait de nécessaire, de suffisant tout à l'heure, mais plutôt aller à la course. En l'occurrence à la croissance économique. Ça, c'est un truc un peu compliqué, le work and spend cycle. Et si tout ce que je vous dis, ça vous parle, ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder l'ensemble de ces travaux sur, en gros, la dynamique selon laquelle, en réalité, dans la structure économique, tout est fait pour travailler et dépenser. À chaque gain de temps, tout est pensé de façon assez magique, d'une certaine manière, pour travailler, dépenser et donc alimenter la roue de la croissance de cette façon. Et peut-être l'élément sur lequel je peux prendre un peu de temps pour vous expliquer un point qui a été introduit, me semble-t-il, aussi en introduction, un point paradoxal selon lequel, effectivement, on n'a jamais eu autant de temps libre dans l'histoire de l'humanité ou du travail, puisque, en gros, par rapport au début du XXe siècle, on a à peu près en France, en moyenne, 4 fois plus de temps libre, principalement de par la diminution de la durée du travail et aussi de par, évidemment, l'allongement moyen de la durée de vie. Au cours de la vie aussi, laisse un temps plus conséquent au temps libre. Donc, x4 temps libre. Souvent, ce qu'on n'a pas en tête dans l'analyse de tout ça par rapport à la raréfaction du temps, c'est qu'on a fait x11 richesse matérielle. Donc là, les économistes, par exemple, parlent de panier de biens constants qui prend en compte l'inflation, etc. Donc, en gros, aujourd'hui, par rapport à la situation il y a un peu plus d'un siècle, on est 11 fois plus riche. On peut avoir accès à 11 fois plus de choses, posséder 11 fois plus de biens matériels. Et donc, c'est ce rapport-là, en fait, c'est ce rapport entre un accroissement phénoménal de la richesse matérielle et un accroissement, certes important, mais moindre, du temps, qui fait qu'on a le sentiment que le temps est toujours plus rare. Si le temps, c'est de l'argent, en fait, aujourd'hui, le temps, il est 11 sur 4 fois plus rare au début du siècle. Le temps, aujourd'hui, 1 heure de votre temps vaut 11 sur 4, presque 3 fois plus cher. Attention, parce que 11 sur 4, ça fait 3 fois. C'est bien.
Presque, pas quoi. Donc, accroissement du temps libre, mais pas suffisamment en fait pour profiter ou consommer quelque part tout ce à quoi on peut avoir accès avec la multiplication par 11 de votre richesse. Un exemple qui illustre bien ça, c'est une statistique sur la pratique de la lecture dans les années 70. Les gens lisaient 2 fois plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens lisent donc 2 fois moins, mais ils ont 2 fois plus de livres. Donc vous avez la richesse matérielle, pour acheter, en l'occurrence des livres, des autres trucs. Par contre, tous ces livres, vous n'avez plus le temps de les lire parce qu'en plus, il faut acheter l'assurance de la voiture, de la seconde voiture, il faut être en capacité de se renseigner sur la multitude de téléphones que vous allez pouvoir posséder, etc., etc. Donc, en fait, l'univers de consommation accessible et donc ce qu'il y a dans votre portefeuille en corrélation a énormément augmenté et vous n'avez pas assez de temps libre finalement pour vous ajuster par rapport à ce déploiement matériel autour de vous. Donc, si je comprends bien, le temps étant une contrainte physique, on ne peut pas la changer, donc il faut diviser par 3 les salaires. Voilà, vous avez 2 variables, vous pouvez agir l'un sur l'autre. Le temps, c'est une contrainte physique. Non, là, s'il s'agit du temps libre. D'accord, ouais. On peut diminuer le temps de travail. Ça se fait la semaine de 4 jours. Ouais, c'est ça. Si on a fait Ce que je trouve Ça, c'est intéressant, pas du féministe. non, est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'est des choix, par exemple, pour la lecture? C'est pas des choix qu'on a reportés sur les réseaux sociaux, sur les ordis, sur Netflix, sur finalement du temps facile, entre guillemets, qui demande peu de choses au cerveau. Ouais, mais alors là, justement, c'est un peu compliqué tout ça, mais je vous invite vraiment à regarder ce qui est dit dans. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les technologies qui sont censées vous faire gagner du temps, vous avez parlé de Netflix, à quel point c'est efficace, aussi, il y a plein de choses, on peut y accéder rapidement, etc. Et donc, on s'engouffre. Oui, Finalement, toujours d'aller plus vite, à accéder plus vite aux c'est choses. ça, en se disant justement de que. faire livrer un truc le lendemain, etc. Donc, moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que certes, il y a des individus libres qui, à un moment, font des choix, mais par contre, qu'il y a des logiques structurelles qui nous Oui, concernent tous maintenant. Ok. Je trouve qu'un retour par l'histoire est intéressant pour montrer que ce que vous montrez, c'est qu'à la source, il y a une désynchronisation entre les besoins, j'aime pas ce terme, mais enfin, je l'évite, hein, les besoins des êtres humains et leur capacité de fabrication. Et bien, quand on voit le passage du monde de l'artisanat au mode industriel, on voit que les ouvriers, pour dire vite encore, sont dépossédés de leur savoir-faire pour acquérir de nouveaux savoir-faire dans une logique industrielle qui leur est donnée. Et donc, du coup, il y a plus cette possibilité de maîtrise, de dire, bon, moi, je m'arrête au bout de 5 heures de travail, j'ai fait le nombre d'objets manufacturés que j'avais besoin. Là, ils sont dans un rapport où le temps, c'est le temps obligatoire qui a changé avec la législation sociale, mais voilà. Et c'est à ce moment-là de désynchronisation qu'on a aussi oublié les impacts sur l'environnement. Et donc, je crois qu'il y a voilà, et c'est toute cette réflexion-là qui est intéressante pour mieux comprendre aujourd'hui les dysynchronies que l'on subit. Et donc, du coup, faire une éloge de la suffisance permet de peut-être réfléchir sur un moyen de réhabiliter un petit peu les choses et de moins les subir. La suffisance, en français, c'est un terme un peu péjoratif, ça vient de sufficiency. Je faisais référence à un auteur qui a écrit André Gortz, j'aime beaucoup. Aussi, il y a Ivan Illich, dans longtemps, qui va apparaître, un des premiers professeurs d'écologie politique, André Gortz. Oui, ça rejoint l'injonction de la croissance. Donc, c'est ça, là, je ne rentre pas dans les détails, mais ça a existé, je veux dire, dans le monde. Là, je parlais de contexte socioculturel, ça n'a pas toujours été comme ça. On n'a pas toujours fait 2 fois plus d'épingles une fois qu'on trouvait un truc. Il y a eu des sociétés pré-industrielles, effectivement, où on s'arrêtait de travailler quand le stock de viande produit était suffisant, subsistant, voire même au plaisir des individus. Ce n'était pas forcément des sociétés de disette, famine. Hein. Donc,
voilà pour ces éléments de cadrage sur les effets contre-productifs de la vitesse. Et puis pour boucler la boucle, ce qui est un peu dramatique avec tout ça, c'est que, bon, a priori, ce constat, il n'est pas trop fait, hein, ce constat sur les effets contre-productifs en dessous. Et donc, le problème, c'est que c'est un véritable cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez, il y a les effets rebonds, il y a peut-être un peu plus de congestion, donc on a un problème de manque de temps, et donc on va répondre à ce problème par encore plus de vitesse. En fait, on répond au problème causé par la vitesse, à nouveau par la vitesse. Moi, j'appelle ça le tonneau des Danaïdes. Vous voyez, c'est dans la mythologie où le tonneau, il y a un trou au fond, et puis plutôt que de préparer le trou, changer de tonneau, on continue à remettre encore de la vitesse. Et donc, c'est pour ça que moi, par exemple, j'aime pas du tout le terme de transition. Là, je mets une citation plutôt institutionnelle du ministère de la Transition écologique qui parle d'adaptation, de transition. Pour moi, ça ne va pas vis-à-vis du problème énoncé. Il ne s'agit pas d'adapter, de rester dans un modèle où on est dans des paradigmes qui sont ceux qui ont été présentés là. Mais il s'agit en fait de bifurquer, hein, de changer de modèle, de manière de penser, de effectivement questionner les modalités du productivisme, de la croissance, comment est-ce qu'on peut revenir à des manières de penser effectivement le suffisant. Et moi j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez Aurélien Barraud, alors autant ce qu'il écrit, bon, voilà, et puis c'est un astrophysicien, hein, il se permet quand même de parler d'à peu près tout sans avoir forcément un diplôme pour, mais en tout cas je trouve que dans ses présentations, il a à la fois le sens de la formule et puis une certaine clairvoyance quand même sur les problèmes auxquels on fait face. Et il dit donc quand on sait que la voie mène en enfer, le déraillement, c'est le nécessaire. Pourquoi s'évertue à cheminer dans un sens aberrant, c'est ça, c'est un peu aberrant, en tentant d'amoindrir les externalités. Donc à nous, c'est plutôt dire, ok, la vitesse a des effets contre-productifs, ouais, parce qu'on est tous sympas. Et ça, moi, je trouve que c'est un truc aussi qui est un peu difficile à exprimer de façon scientifique, mais moi, je suis aussi dans des institutions, je participe à des réunions, je fais des rapports. Il y a ce truc aussi, on disait, de sujet tabou, on ne veut pas dire des choses qui pourraient contredire une manière de voir, de penser. Donc, on ne dit pas, donc on est tous sympas, donc on amoindrit un peu les externalités, alors qu'en fait, il faut juste quitter l'autoroute et partir dans une autre direction. En gros, le problème, il peut être énoncé de façon assez simple. Donc ça, c'était pour la petite remise en contexte textuel. Et puis, quand même, allez, max 10 minutes pour vous donner maintenant les résultats d'un projet de recherche qui n'est pas tant étendu sur la critique de la vitesse. On a d'abord fait plutôt un constat synthétique et rapide pour essayer d'investiguer plutôt le coup d'après, celui du ralentissement. Et donc, dans ce projet de recherche financé par l'ADEME qui s'appelait Politique de mobilité durable et décélération, on a fait le postulat, et je précise, là c'est un postulat. Autant l'autre, les effets, ils sont quand même assez stabilisés dans la littérature scientifique. En tout cas, au moins sur la partie transport, sur la partie sociologique, les choses sont un peu plus ténues des fois. Mais là, c'est un postulat. Empiriquement, ce n'est pas démontré aussi parce qu'il y a moins d'exemples concrets où on décélère de façon un peu systémique. Mais on fait le postulat que s'il y a la relation présentée précédemment qui dit qu'en gros, plus de vitesse, plus de distance, plus de problèmes d'activité, plus de sentiments de manque de temps, alors l'inverse devrait aussi être vrai. Si on ralentit, moins de vitesse, les gens vont aller moins loin, les problèmes d'activité vont être moins intenses et il y aura un sentiment de manque de temps moins. Mais c'est un postulat. Et la consommation énergétique, ça, a priori, à nouveau, c'est quand même a priori plus validé. Et ce qui est intéressant dans ce projet, en tout cas, je crois dans la façon dont on l'a présenté et son originalité, c'est de s'appuyer sur quelque chose relatif aux aspirations des populations. On dit souvent ralentir. En gros, c'est une politique contraignante. Voilà, il y a des freins, il y a des enjeux d'acceptabilité. Et là, l'idée, c'est de dire il y a peut-être quand même possibilité de présenter les choses un peu différemment, en sachant que d'après plusieurs enquêtes, dont une enquête internationale réalisée par le Forum du Mobile, si vous vous intéressez aux mobilités, c'est un think tank qui est vraiment très bien, qui publie des choses de vulgarisation sur la mobilité vraiment diverses et variées et très pédagogiques, qui ont réalisé donc en 2016 une enquête auprès de populations allemandes, françaises, turques, japonaises, j'en oublie, dans plein de pays différents, et qui ont demandé aux gens de se positionner par rapport à leurs aspirations en termes de futurs modes de vie. On a demandé en gros, vous, voilà, si vous aviez une baguette magique, je crois que c'est un peu ça la formulation, c'est quoi ce à quoi vous rêveriez pour le futur dans vos futurs modes de vie? Ce qui revenait
de façon systématique, là, dans, je crois, quasiment tous les pays. Il y avait peut-être juste la Turquie, où ça a changé un peu, mais c'était tout le temps le désir de ralentir, lié, parce que les deux sont liés, vous vous en doutez, à un désir de retour à des modes de vie en proximité. Ralentir, proximité. Et une enquête de 2020 qui va aussi dans ce sens, mais là, à prendre avec un peu plus de pincettes, parce que c'était pendant le confinement. Donc tout le monde disait. Donc, quand même, juste sur, par exemple, sur ce slide, vous voyez, donc l'idée, ok, à nouveau, là, c'est un peu contre-intuitif, mais donc ralentir les vitesses de déplacement, ça pourrait donc répondre à une demande sociale un peu évanescente. C'est pas évident à cerner, à cadrer ce truc sur le sentiment de manque de temps, mais de façon contre-intuitive, en fait, ralentir les vitesses de déplacement, ça pourrait offrir aux populations un sentiment de retrouver du temps au quotidien, et donc de ce point de vue-là, légitimer ou donner une forme de désirabilité à des politiques de ralentissement qui sont difficiles à faire passer politiquement. Donc là, c'est le même graphe qu'avant, mais pour vous dire, voilà, avec politique de mobilité durable et décélération, dans l'idée, dans le modèle, après, vous allez voir, dans les résultats, on retombe sur des choses plus, j'allais dire, concrètes et moins générales et théoriques que ça, mais l'idée, c'est ça, c'est la situation aujourd'hui avec la vitesse, et ça, c'est la situation décélération, où effectivement, on accède du coup à un univers d'opportunité qui est plus faible. Et voilà, donc quand même, toujours pour remettre un peu en regard ces moi, je ne dis pas... ça, c'est aussi quelque part, d'une certaine manière, une forme de réduction des libertés. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de vous vendre voilà, la décélération en disant que ça répond à des désirs, que c'est miraculeux et que non, c'est un choix politique en réalité de pouvoir se positionner par rapport à ce qu'on souhaite et ce qui est suffisant. Peut-être une remarque là-dessus, je trouve. Enfin, moi, je suis très intéressée, je souscris à ce que vous dites là en ce moment. Je trouve par contre c'est compliqué de traduire politiquement, ralentir les vitesses de déplacement quand vous avez la possibilité d'avoir des voitures qui vont à 300 à l'heure, même si la législation contraint, des avions, des TGV. Par contre, comme l'individu est fait de désir et d'imaginaire, repenser d'autres modes de mobilité permet peut-être de toucher ces notions-là de manière plus pragmatique que de dire on réduit les vitesses de bolides qui est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, vous l'avez montré au début, on est sur une pyramide avec tout en bas 51% des voitures, des voitures individuelles qui consomment les GES. Et tout en haut, on a les piétons. Et si on met tout en bas les piétons, et donc où on met comme mode de référence de la mobilité, non plus les voitures, et le toujours plus vite, plus loin, mais la marche, on va se caler sur un rapport au temps et à la proximité qui va permettre de revoir notre référentiel et de bifurquer. Je trouve que, et ça aujourd'hui, ce sont des propos que l'on n'entend pas beaucoup émerger, mais je trouve qu'il y a une puissance à réfléchir sur cette réflexion sur les enjeux de la marche comme modèle de référence et d'intermodalité des modes de déplacement. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que effectivement, je trouve quelque chose d'aberrant. Moi, j'ai des enfants, etc. Il y a quelque chose que je trouve vraiment aberrant en France et qui est facile à faire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 80% des enfants qui vont au lycée, alors que le collège est accessible à vélo, à pied, souvent. Moi, j'ai des enfants qui habitent dans le Gard, je ne parle pas du centre-ville, mais dans une grande partie de la France. Et alors que vous êtes souvent à moins de 5-6 km du collège, quand vous passez au lycée, eh ben, vous avez 17 collèges qui sont entre Nîmes et Alès, qui sont obligés d'aller soit à Nîmes, soit à Alès. Ça vous fait, quand vous voyez des générations de personnes qui sont... vous avez une classe d'âge à peu près 700, 800 000 personnes, ça vous fait 2 millions de déplacements. Et tout ça,
c'est au quotidien pour des jeunes qui ont moins de 18 ans, enfin, voilà, qui sont obligés de prendre des transports en commun. Ça développe pas ça remet des gens sur les routes pour aller au truc. Et tout ça pourrait être financé assez facilement parce que si vous fermez, on est parti d'une situation il y a 100 ans où il n'y avait que 17% des gens qui avaient le bac, donc finalement, si on avait le niveau suffisant, on allait dans la grande ville, la préfecture et la sous-préfecture. Mais aujourd'hui, quand je vois, alors on ne parle pas des centres-villes et tout ça, mais quand même une majorité de la France, quand vous êtes là et que dès que vous passez du collège au lycée, vous êtes obligé de vous payer X trucs de transport en commun, et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui est plus près, je ne vais pas aller en grande ville, je ne vais pas perdre du temps, je ne vais pas être obligé de développer des infrastructures. Et c'est vertueux parce que vous avez, en vendant les lycées en centre-ville, vous avez un foncier qui vous permet de reconstruire des lycées à côté du collège, tout simplement. Comme ça, les personnes, les enfants vont continuer leur scolarité au même endroit, dans des collèges qui seront mieux conformes aux normes énergétiques que les lycées qui datent de 100 ans, qui ne sont pas forcément isolés. Enfin, on repart dans un cercle vertueux et on revient sur votre carte. Si moi j'ai un lycée à côté du collège, dans la zone verte, tout ça, je n'ai pas besoin d'aller autour. Et les services vont venir autour de ce lycée, peut-être le ciné, tout ça, parce que j'ai envie de ça. Ils vont venir. Moi, ce qui me gêne dans ce truc-là, c'est qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui est fondamental, c'est l'aménagement du territoire. On a parlé du temps, mais en fait, ce qui sous-tend tout ça, c'est comment on aménage le territoire. En fonction, c'est Qu'est-ce que vous pensez, vous, pour ces trucs de collège et de lycée et tout ça là? On va effectivement redescendre sur la dimension sociale de l'aménagement et fort heureusement, effectivement, le transport est toujours en interaction avec son espace environnant, donc ça aurait effectivement bien peu de sens de parler que de vitesse et je souscris à votre propos sur les modes de transport. C'est juste, moi, c'est mon approche. Là, je regarde les choses sous cet angle-là du temps, mais évidemment que l'intérêt, c'est de pouvoir les connecter en termes de conséquences un peu concrètes sur des modes de transport par rapport à des enjeux d'aménagement du territoire. Bien sûr, juste sur la marche, ça, je vous l'envoie un peu comme ça, comme info parmi d'autres. Ivan Illich, qui est un des premiers à avoir pensé les effets contre-productifs de la vitesse, avec l'écueil qu'on lui a souvent reproché de ne pas avoir vraiment de démarche scientifique. Mais par intuition, il retombe souvent sur des choses qu'on observe en périphérie. On a quand même tout en train de croire à certains égards. Lui, il dit que l'optimum social, la vitesse optimale, mais en termes sociaux, pas en termes économiques, pas celle qui fournit plus d'efforts économiques, mais celle qui est la plus bénéfique pour l'ensemble de la société, c'est la vitesse du vélo, 20-25 km/h. Mais au-delà de ça, les effets contre-productifs prennent le dessus sur les effets avantageux de la vitesse, accéder à diverses aménités, etc. Donc, après, ça ne veut pas dire que la marche n'a pas sa place dans des vitesses moyennes à 25, mais voilà. Juste ce petit élément ici. Alors, si on retombe effectivement sur plutôt des enjeux d'aménagement et d'urbanisme, donc, au sein de ce programme de recherche, on allait faire des enquêtes dans 3 types de villes qui avaient enrobé plus ou moins, parce que les politiques de mobilité durable et destination, elles n'existent pas en tant que telles, mais qui abordaient au moins certains enjeux, certaines entrées relatives au schéma que je vous ai présenté plus haut, là, aller moins vite, donc quelque chose par rapport à la vitesse des déplacements, quelque chose par rapport au rythme de vie, les enjeux écologiques, et puis de la concertation citoyenne, puisqu'on a dit que ça s'appuie a priori sur une demande sociale relative au ralentissement des rythmes de vie. Donc, vous voyez, dans ces 3 terrains, il n'y en a aucun qui rassemble les 4 entrées, mais l'idée, c'était par triangulation de voir comment est-ce que, à partir des enseignements des uns et des autres, on pouvait faire émerger quelque chose pour aider à la conception de politiques de mobilité durable et de décélération. Vous voyez quel positionnement, légitimation, incarnation dans la conduite de l'action locale. L'enjeu, la problématique, ce n'était pas tant de dire voilà comment est-ce qu'on s'y prend en termes d'aménagement physique dans l'espace, mais plutôt comment est-ce qu'on légitime en termes de discours le ralentissement, puisque c'est une notion qui est tellement toujours connotée péjorativement, sujette à des enjeux d'acceptabilité, que comment est-ce que, voilà, on a plutôt positionné les objectifs sur une construction du discours de légitimation du ralentissement.
Donc là, juste une petite carte pour vous montrer les promenades que j'ai fait pendant 2 ans, 3 ans, en sachant que c'était le confinement. Donc, il y a quand même des moments où ça ne marchait pas, par exemple à Créon, j'ai fait par visio et tout. Mais sinon, je suis allé faire du terrain dans à peu près tous ces coins. Pour votre information, les bureaux d'étang, il n'y en a pas tant en Europe que ça. Donc, ceux que j'ai fait, ils sont assez représentatifs des terrains existants. Les Citaslo, il y en a plein. Donc, Citaslo, littéralement, ville lente, hein, le mélange italien et de l'anglais. C'est un mouvement qui est originaire d'Italie, comme les mouvements slow food à la base, hein, qui s'opposent à la base. Le slow food, ça s'oppose au fast food, au McDo. Et Citaslo, d'une certaine manière, elle s'oppose à une forme d'urbanisation mondialisée. Hein, si les slow food s'opposent au fast food et au McDo. Et ce qu'on a appelé les grandes villes ralenties. Donc, en tout cas, en France, les villes qui venaient de passer à 30, ou qui étaient en train de passer à 30, généralisé dans McDo. Et en Allemagne, les villes qui avaient l'intention de passer à 30, j'ai appris des choses assez intéressantes en Allemagne sur la législation, la régulation des vitesses, et aussi au poids du lobby de l'industrie automobile en Allemagne. Freiburg comme grande ville. Non, grande ville par rapport. Mais alors, mais juste quelques petits éléments, mais bref, de précision méthodo. Les petits assos, c'est des petites villes. Pour moi, il y a une des limites de la discussion qu'on a aussi, c'est des enjeux d'échelle spatiale et de territoire. La vitesse, moi je ne dis pas qu'il faut ralentir partout, il y a des moments où il faut accélérer, il y a des territoires où c'est plus opportun de penser choses comme ça. Donc voilà, précision, Citaslo, c'est des petites villes plutôt au monde rural, plutôt isolées, qui n'ont pas de relation de dépendance avec des grands pôles urbains. Bureau d'étang, vous voyez, en France, c'est quand même plutôt des métropoles. Et les grandes villes, effectivement, on les a appelées comme ça par opposition aux petites assos qui étaient des petites villes. Je suis d'accord avec vous. Pas sûr que on puisse la rentrer. Encore que ça reste une aglo de taille raisonnable. Voilà, juste pour ces petites précisions méthodo et de terrain. On passe à la suite en sachant que là, ce que je vous propose, vu le temps qui reste, c'est vous donner direct la conclusion. Donc, vous n'avez pas l'antichambre. Voilà, donc, faites-moi, il faut me faire confiance sur le travail scientifique. Alors, avancez, donc, triangulation. Ok, le premier résultat, on y va, on ne le lit pas. On va direct, non, on ne lit pas. Le deuxième, on ne lit pas. Ça, dommage, mais non. Et voilà, conclusion. Un petit aparté pour dire que théoriquement, si c'est autorisé, le contenu de la présentation sera disponible sur le site de l'EF. Donc, ça sera disponible dans les prochains jours. Donc, très rapidement, l'enjeu, c'était effectivement de réussir à adosser le ralentissement à des entrées concrètes qui peuvent être un peu facilement saisies par les élus et les techniciens de collectivité. C'était des enquêtes principalement entre les élus et techniciens de collectivité. Donc, la première question à laquelle on a essayé de répondre, c'est plutôt une réponse qui a été formulée de façon quand même relativement spontanée par les enquêtés, puisqu'une démarche purement déductive d'enquête, c'est pourquoi est-ce qu'on ralentit? C'est pour pouvoir permettre des relations conviviales entre les individus. Le versant concret, symbolique du ralentissement, c'est peut-être plus l'image d'une ville, donc là, dans les espaces aménagés et urbains, d'une ville conviviale par opposition à une ville fonctionnelle qui permet d'aller vite, en gros, de son domicile à son lieu d'emploi, mais qui empêche la relation entre autrui, l'échange dans la rue. Avant, il y avait une photo, on est passé rapidement, de quelqu'un à vélo qui discute avec quelqu'un d'autre, des gens à pied, voilà. Donc, quand je demandais aux élus pourquoi ralentir, puisque ralentir pour ralentir, ça ne sert à rien, on me répondait en tout cas donc, dans les Citaslo et dans les grandes villes ralenties passage à 30, parce que c'est un mode rythmique, si vous voulez, qui permet la convivialité au sens de pouvoir interagir avec les individus dans l'espace public. Pour qui? Pour les enfants, donc une ville plutôt faite pour ceux qui, a priori, n'ont pas la possibilité d'aller vite. Alors, dans les enquêtes, c'est des espaces construits pour les enfants, mais je ne vois pas ce qui empêcherait de penser les choses de façon plus générale, aussi bien, disons-le, pour les personnes âgées, par exemple, qui ne peuvent pas aussi se déplacer et suivre le rythme de l'accélération, et aussi les PMR. Et alors là, j'ai un peu moins le temps, mais c'était intéressant
de voir qu'à la fin semblait émerger quelque chose d'un registre de justification propre à la santé publique. On parle de sobriété. Sobriété, ça s'oppose à ébriété. Hein. On peut boire un peu, mais pas trop, sinon après. Et peut-être que, en fait, il pourrait y avoir la même logique de sobriété, là, cette fois-ci, rythmique. Voilà. Donc, autant le temps reste une dimension quand même relativement propre à la discrétion de l'individu, mais il y a peut-être des seuils au-delà desquels ça devient trop d'activité, ça devient trop de vitesse, et donc on peut construire peut-être une politique publique en l'ancrant dans ce registre de santé publique qui, me semble-t-il, est un registre en plus qui est, on va dire, de plus en plus à la mode dans la façon de penser les politiques. Voilà, et après, il y a la de limites et de choses dont on peut essayer de parler dans quelques minutes qui nous restent. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci.